Comment ça va ce matin? Moi, plutôt pas mal. Les réactions à mes 2 dernières vidéos ont été plutôt encourageantes. Merci beaucoup, c'est un début. On a principalement causé atmosphère parce que ce sont les mouvements d'air qui provoquent la météo, ça vous l'avez compris. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ce qui se passe à la surface, la mer, les vagues, etc. Et c'est vrai que pour naviguer, il faut prendre ça en compte. Ah oui, parce que l'état de la mer est engendré par la météo et pas l'inverse. Donc pour comprendre la météorologie, c'est pas super utile. Or, tous les phénomènes de surface qu'on regroupe sous le terme « état de la mer », un terme un peu vague. D'accord. Un petit rigolo. Ah ouais, au fait, on va toutes les faire. On les retrouve bien dans le bulletin météo, comme on l'a vu. L'échelle de Douglas, tout ça, CF la dernière vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on bascule de la météorologie à l'océanographie. Et on commence par le commencement. Bon alors pourquoi est-ce que je dis état de la mer et pas les vagues? Mais tout le monde dit les vagues. En fait, les vagues, c'est pas vraiment un truc. C'est 2 trucs. D'un côté, vous avez la houle, ça c'est la partie qui est prévisible, on la retrouve dans le bulletin météo. Et de l'autre, vous avez la mer du vent, en 3 mots. Alors dans l'ordre. La mer du vent, comme son nom l'indique, c'est le système de vagues qui est soulevé localement par le frottement du vent contre la surface de la mer. Quand ce système de vagues quitte son aire de génération, il devient une houle qui se propage très loin. Pourquoi c'est important de distinguer? Bon, déjà en termes de structure, on verra juste après ce qu'est un système de vagues. La houle est giga stabilisée. On connaît sa taille, sa période, sa direction. On va le voir tout ça, enchaîner. Alors que la mer du vent, c'est beaucoup plus instable, dépendamment évidemment du vent que vous avez sur la zone, et là, c'est à vous de le calculer. Ensuite, parce que la mer du vent et la houle, qui vient d'ailleurs, peuvent se superposer. Et quand la direction de la houle et celle de la mer du vent n'est pas la même, vous pouvez avoir un croisement des 2 trains de vagues qui rend la surface de la mer chaotique et un peu dangereuse. Dans les faits, vous pouvez même avoir 2, voire même 3 trains de houle différents en fonction s'il y a eu une tempête de l'autre côté de la mer ou de l'océan. Voilà, et donc c'est tout ça qu'il faut savoir calculer et prendre en compte pour sa navigation. On va voir juste après comment on fait ça et surtout pourquoi on fait ça. Donc restez bien jusqu'à la fin pour qu'on parle de l'effet que les vagues ont sur votre navire. Resserrons un peu la focale sur la mer du vent pour qu'on voit un peu comment ça marche. Les vagues qui vont se former sur une surface où souffle du vent dépendent de 3 facteurs. Est-ce qu'intuitivement vous les devineriez? Bon, déjà il y a la force du vent, ça paraît logique. Ok, ouais. Ensuite vous avez la durée de son action. Donc pendant combien de temps et à quelle vitesse le vent souffle? Ça marche. La dernière composante doit nécessairement être spatiale. Ah! Eh bien, en dernier, vous avez la distance sur laquelle le vent a soufflé, sans obstacle et sans changement de direction. Cette composante, elle porte un nom, ça s'appelle le fetch. Donc vous avez 3 composantes. Et comme pour le triangle du feu, si vous connaissez ces choses-là, il faut les 3 pour que la mer se forme. Retirez la durée et vous avez un vent qui souffle fort sur une mer encore plate. Retirez le fetch, par exemple, vous naviguez près des côtes ou derrière une île et la mer ne se forme pas. Évidemment, vous retirez la force du vent, vous retirez le vent. Et retirez le vent de la mer du vent, vous avez la mer. Ok, alors comment on prédit ces vagues-là? Pas de calcul, gardez votre calme. Que tout le monde garde son calme. Mais on a une planche graphique avec des courbes de fonctions et qui nous montre des relations possibles. Voyez plutôt. Vous pouvez obtenir soit la hauteur des vagues, soit la longueur des vagues en fonction de la durée et en fonction du fetch. En abscisse, vous avez toujours la vitesse et vous prenez la courbe qui correspond le plus à vos observations empiriques. Par exemple, le vent a soufflé pendant 6 heures d'affilée à 30 nœuds et vous êtes en pleine mer. Ici. Donc grosso modo, le vent a soufflé sur 200 nautiques avant et après avoir changé de direction. Mais comment on le sait ça? Ça nous laisse à peu près dans cette zone pour la hauteur. Le graphique nous donne des creux d'à peu près 2,50 m. Pour la longueur, on tombe dans cette zone, ce qui fait à peu près 100 mètres. Check de réalité, vous avez des creux de 2,50 m pour 30 nœuds de vent avec une longueur d'onde de 100 mètres. C'est dans la bonne moyenne océanique. Bon voilà, c'était pas la mort. Bon maintenant, hauteur, longueur, qu'est-ce qu'on est censé foutre de ça? Pour ça, il faut que je vous parle de ce qu'est un système de vagues. Un système de vagues se caractérise par sa forme, sa dimension, son déplacement. Yes, là on rentre dedans là.
Pour rappel, une vague, c'est une onde mécanique qui se propage sur une surface. Vous n'avez pas réellement des masses d'eau en déplacement comme ça, qui partent en vacances, allez ciao, direction un autre continent. Qu'énervons les bouseux! Non. Les courants... Plus tard, les courants. Les courants influencent l'état de la mer. Oui, mais plus tard, les courants. Une autre vidéo même, je crois. D'ailleurs, on les fera peut-être un jour avec les marées, mais pour ça, faut me le dire. Ok. Alors voici un système de vagues. Comme pour toutes les ondes, on peut lui attribuer un certain nombre de propriétés physiques. La hauteur, c'est la distance verticale qui sépare le creux de la vague et la crête. Et la longueur, c'est la distance horizontale qui sépare deux crêtes. Programme de 4e, jusqu'ici, tout le monde est à bord. Donc là, on a ses dimensions. Et avec ça, on va calculer sa forme. Si vous divisez la hauteur par la longueur, vous obtenez un indice qu'on appelle la cambrure de la vague. Plus la vague est cambrée... Arrête. Même parce que Madame d'Orange, en 4e, elle animait un club de flamenco. Peut-être, mais tu t'arrêtes. Mais c'est vrai! Tu t'arrêtes! En plus, on s'en fout. Bon. Plus elle est cambrée, et plus elle risque de déferler. On va en parler juste après de ça. Donc, hauteur sur longueur vous donne un ratio, la cambrure. Donc, hauteur-longueur-cambrure, vous avez ses dimensions et vous avez sa forme. Puis ensuite, vous avez le temps qui s'écoule entre deux passages de crête au même point et qui vous donne la vitesse des vagues. Et tous ensemble, c'est quoi la formule de la vitesse? La distance sur le temps, yes. Donc V égale L sur T. En bonne océanographie, on la nomme plutôt célérité. Donc voilà, un système de vagues, sa dimension vous donne sa forme, sa période vous donne son déplacement. Bonus culture vague, vous doutez que la profondeur disponible sous la surface influence la forme du système de vagues. Alors au large, lorsque la profondeur n'est pas facteur, vous avez grosso modo C égale 3T, quelle que soit la situation. Donc la vitesse de déplacement de l'onde est égale à 3 fois sa période. Ça c'est utile parce que dans un bulletin météo, on vous donne deux choses, la profondeur des creux et la période des vagues. Donc en cascade, vous pouvez retrouver sa vitesse, vous pouvez retrouver sa longueur, et donc vous pouvez calculer l'indice de cambrure. Pas mal, non? Et oui, là on arrive sur mon deuxième bonus, l'indice de cambrure, ou est-ce qu'on va en prendre plein la gueule ou pas? Donc la cambrure, c'est le rapport de la hauteur sur la longueur. Toujours en eau profonde, on sait mathématiquement qu'une vague commence à déferler à partir du moment où son indice de cambrure dépasse 0,14. Point. Donc 0,14, ça déferle. Vlam. Pour info, ça correspond à un rapport de 1 sur 7. Et c'est peut-être là l'origine des mythes et légendes sur une vague sur 7 serait si ou mi, ou la 7e vague, et je sais pas quoi. Tiens, profitons-en, il y a peut-être un petit truc à débunker là. Il y a un début de la moitié de l'ombre d'une queue d'un... Non, c'est de la merde. Désolé. Il n'y a rien mathématiquement qui montre ça. Alors vous allez trouver des articles par-ci par-là qui vont vous dire que si, parce que voilà, et puis qui vont vous proposer des raisonnements pseudo-mathématiques qui sont truffés de tournures comme il semblerait que ça pourrait, en moyenne, le plus souvent, assez fréquemment, des tournures très vagues. Bref, rien de très rigoureux. Petite parenthèse sur tout ce qui est dicton et proverbe, particulièrement dans le milieu maritime, à cause, vous en doutez, du poids des traditions, mais plus généralement en aventure en fait. Bon, il se trouve que j'ai quelques billes en anthropologie historique pour avoir eu à une époque l'outrecuidance de vouloir une vie. Bon, en fait, le chiffre 7, c'est surtout un marqueur culturel en numérologie chrétienne qui se pratiquait énormément et tout à fait institutionnellement pendant le Moyen-Âge et une bonne partie de l'Ancien Régime. Le chiffre 7 est un symbole extrêmement lourd. Et dans beaucoup d'expressions populaires, laïques, de contes et légendes, on le retrouve. Jamais à plus de 7 poignées de main de qui que ce soit dans le monde. Tourner sa langue 7 fois dans sa bouche. Les 7 merveilles du monde. Les 7 mers. Les bottes de 7 lieues. Blanche-Neige et les 7 nains. On continue. Vous avez une armée d'historiens qui ont étudié le sujet, bref. On s'éloigne un peu, mais tout ça pour vous dire, quand vous entendez des expressions populaires, des contes et légendes avec le chiffre 7, ça vaut toujours le coup de dresser une oreille. C'est souvent de la merde. Bien souvent, ce sont des mythes, produits par l'ambiance culturelle de ces 500 dernières années. Voilà. L'une des machines les plus puissantes au monde, un tunnelier, creuse à travers les terrains les plus coriaces du massif. Ouah, le tunnel! Non interdit et nécessaire. Tu dis vague. Précisément. Retour aux vagues, donc à 0,14 de cambrure, une vague, ça déferle. Si elle déferle un peu, vous vous retrouvez avec ce qu'on appelle des moutons. C'est juste la crête de la vague qui se casse. Si la cambrure est plus importante encore, alors elle déferle beaucoup.
Et là, vous vous mangez un rouleau classique qu'on appelle une barre. Et si la cambrure est très forte, des vagues de 14 mètres. vous avez un déferlement frontal ou La muerte. La mort en espagnol. Et quand on est dans des eaux moins profondes alors? Je vous ai déjà dit que le côtier c'est la merde. Une information, disons-le, absolument sidérante. Lorsqu'un système de vagues passe sur un fond dont la profondeur est inférieure à la moitié de sa longueur d'onde, pas besoin de le retenir ça. Là, la période reste constante, mais c'est le profil de la vague qui change. Vous voyez ici, plus le fond remonte, plus la cambrure de la vague sera importante. Et si la vague passe sur un haut fond isolé, par exemple, ça monte très vite et ça redescend très fort, on appelle ça un brisant. Bon, mais alors ça veut dire qu'avec ça, la proximité d'entités comme la côte, des îles, une passe, peut provoquer tout un tas de phénomènes en fait. Ouais. Le cas le plus simple pour commencer. Quand un front de vague vient taper une zone peu profonde de façon oblique, il aura tendance à pivoter un peu pour s'organiser parallèlement aux isobates, les lignes de sonde. Les lignes de relief d'en dessous, si vous voulez. Ensuite, une ligne de côte, ça peut faire que deux choses. Faire une baie ou faire un cap. La conséquence, c'est que la réfraction de la côte va vouloir que les vagues divergent dans une baie et convergent autour d'un cap. Pour le mouillage, ça fait partie des choses qu'il faut calculer par devers soi. Et n'allez pas croire qu'une île vous protège de la houle. Parfois, c'est même plus problématique. Car avec la réfraction, les vagues vont à peu près s'aligner parallèlement aux isobates. Et de l'autre côté de l'île, vous vous retrouvez avec des vagues croisées. Si elle est ronde, évidemment, me citez pas l'île de Ré, bordel. Celle-là, là. Ça vous protège. Bon, ça, c'est la réfraction. Mais dans le cas d'une passe, le front de vague est diffracté. Typiquement autour d'un archipel d'îles, près des côtes, en sortie de rade, etc. Et enfin, le long d'une paroi verticale ou presque verticale, typiquement si vous mouillez pas très loin de falaises par exemple, vous avez un ressac par réflexion. La paroi réfléchit l'onde avec une demi-période de retard, et ça vient former un réseau stationnaire. Ouais, ça peut être assez dur à vivre. Voilà, tout ça ne veut pas dire qu'il faut absolument éviter les îles, les passes, les côtes, les calanques, mais tout simplement que vous devez prendre les informations qu'il y a sur votre bulletin météo, d'accord, factoriser tout ça, et prendre vos décisions, faire vos stratégies en connaissance, et derrière, en responsabilité. Et puisqu'on est revenu dans les bottes du chef de bord, ok, donc maintenant que vous savez ce à quoi vous faites face, il est temps de décider quelle est l'attitude que vous voulez donner à votre navire par rapport à la direction des vagues. Là, les effets sont très différents, de bateau en bateau, de navire en navire, fonction de sa longueur, son tirant d'eau, son déplacement, s'il a une quille ou pas, des critères de stabilité navale. On fera la stabilité dans une autre vidéo. Mais de façon générale, voilà ce qui se passe. Évidemment, si vous prenez les vagues par le travers, c'est là que le mouvement de roulis sera maximal. Et là, ce à quoi vous pensez tous et toutes, c'est au risque de chavirage. Bon, a priori, tous les bateaux sont un peu différents, mais vous pouvez consulter la documentation du constructeur qui a testé la coque. On appelle ça les critères de stabilité à l'état intact. Mais de manière générale, on retient que une vague de plus de 50% de la longueur de votre navire sera suffisante pour le faire chavirer. Voilà, ça c'est le chiffre qu'il faut garder en tête. Ça dépend s'il a une quille ou pas, si le vent travaille avec ou contre vous, d'accord, s'il s'additionne à la houle ou pas. A priori, avec ce ratio, vous avez une petite marge de sécurité. Bon, ça normalement, ça devrait rassurer tout le monde. Dans des conditions basiques, un voilier de 12 mètres de long, faut des creux de 6 mètres pour le faire chavirer. De toute façon, à 3 mètres de creux, il n'y a plus personne qui veut prendre le travers, je vous le garantis. J'en profite pour rassurer encore un peu plus celles et ceux qui ne le savent pas. L'immense majorité des voiliers sont conçus pour que le couple, créé par le ballast de la quille, soit suffisant pour relever automatiquement le navire jusqu'à 120 degrés, certains même 140 degrés. Là, ce que vous risquez surtout, c'est de casser le mât, c'est de démater, soit en rentrant dans l'eau, soit au moment où le bateau va essayer de se relever, d'accord, et que le gréement va faire prise dans l'eau. Il dirait qu'on est dans la merde. Vous êtes dans la merde, mais a priori, le bateau se relève d'autant plus vite. Voilà pour le roulis. Si vous décidez de prendre la houle par l'arrière, votre problème sera d'abord une instabilité de route. En fait, en venant frapper et soulever la poupe, les vagues voudront constamment tourner le navire sur lui-même par un effet de bras de levier particulièrement efficace. En clair, vous, ou le barreur,
va devoir énormément travailler pour apporter correction et contre-correction pour éviter que le bateau ne soit tourné sur place. Pourquoi c'est pas une super situation d'avenir? Une fois que les vagues vous ont tourné sur place, vous vous retrouvez à la mauvaise allure, vitesse cassée et des vagues qui vous frappent par le travers. En plus de cela, il peut se produire ce qu'on appelle le cavalement. Votre navire est brutalement poussé vers l'avant. À ce moment-là, soit il va dévaler la vague suivante et surfer sur son creux, ça va le faire accélérer hors de votre contrôle, soit vous allez tellement accélérer que vous allez vous bouffer le creux d'en face, et là vous risquez de faire un planté. Et là, il va y avoir prise d'eau. Bref, par l'arrière, c'est pas ouf non plus si c'est trop fort. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien dit. Quoi? Quoi? De toute façon, c'est toujours un compromis, hein. Par l'avant, du coup. Alors, si vous fendez les vagues, le mouvement que vous imposez à votre navire sera le tangage. La proue va monter et descendre. Et là, vous comprenez que c'est la longueur du bateau qui va déterminer comment vous allez le vivre. Si le rapport entre la longueur d'onde et la longueur de votre navire est autour de 0,7, alors le tangage s'amplifie. Par contre, si ce rapport monte à entre 1 et 1,5, là vous allez subir ce qu'on appelle le pilonnement. Le navire va entrer en résonance avec les vagues et l'étrave va continuellement sortir de l'eau puis venir plonger brutalement. Soit la vague est cambrée et à ce moment-là vous vous plantez, soit elle ne l'est pas et vous risquez de taper et de mettre à mal la coque. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise attitude, il y a juste des stratégies qui donnent lieu à des décisions, qui donnent lieu à des conséquences. Alors pour devancer une question, est-ce qu'il existe des situations d'anormalité par rapport à la houle et la mer du vent? Des vagues anormales? Genre des phénomènes rares? Ouais. Est-ce qu'on va en parler? Non. Si vous voulez une brève vidéo sur les vagues scélérates, là du coup il faut me le dire en commentaire parce que j'ai plutôt l'impression que tout ça est bien étayé, bien étudié, qu'il existe déjà pas mal de choses sur le sujet, du coup voilà, je sais pas si c'est bien utile de faire une vidéo. Par contre, si vous me dites qu'un petit fixe de 5 minutes sur les vagues scélérates ça vous irait, bah go. Cette vidéo est enfin terminée, merci d'être resté jusqu'ici, on se retrouve très bientôt pour la suite, alors évidemment pensez à vous abonner. Si vous voulez qu'on discute, retrouvez-moi dans les commentaires, et puis en attendant, je vous dis à bientôt, et je vous souhaite un bon vent.